Vous êtes autour du feu de camp, ici Alex Rigwald. Salut à tous, c'est Vic, bienvenue dans Feu de camp numéro 6. Donc premier live sur ta chaîne Alex. Exactement. Un peu imprévu. Et ce soir, de quoi allons-nous parler ? Ce soir on va parler de la thématique du rôle de l'État et de la police dans l'effondrement. Ouloulou. Donc sujet assez vaste, je pense. Apparemment, beaucoup nous attendent au tournant là-dessus. Et donc ce soir, on est rejoint par Kernos Ours Gris. Salut Kernos. Salut à tous. Et par MJ Armement à nouveau, mais cette fois-ci, pas sur sa chaîne. Salut tout le monde. Voilà, donc on va parler globalement de gouvernement et forces de l'ordre, amis ou ennemis. Donc bien sûr, on va discuter de plusieurs cas possibles, les différentes situations, vous l'aurez compris, et de divers sujets, notamment les armes, je pense, et l'accès aux armes pour le citoyen, mais aussi d'expérience, de retour d'expérience par rapport à ce qu'on a pu voir sur les ruptures de la normalité assez récentes, on va dire, et même plus vieilles, et d'en tirer nos conclusions à notre échelle individuelle dans le cadre de notre préparation à la rupture de la normalité. Vic, éventuellement, tu veux lancer la chose ? Lancer la chose, effectivement, par quel sujet on pourrait commencer en premier ? Peut-être effectivement sur la question de l'armement, ça ferait le lien avec des lives qu'on a déjà fait précédemment, et comme on a MJ ce soir, c'est l'occasion aussi. Yes. Surtout que sur la question de l'accès à l'arme, on est tous les quatre concernés, je pense. Oui. Donc ça peut être un premier sujet intéressant. Ouais, on peut faire ça, et avant j'aimerais glisser une petite phrase qu'à chaque fois on oublie, c'est que n'hésitez pas à poser des questions dans la fenêtre de chat, puisqu'en fait, en deuxième partie de cette émission, on va picorer des questions dans le chat pour lesquelles on va essayer d'y répondre. Donc n'hésitez pas à poser dès maintenant vos questions, puisqu'on remontera le chat au fur et à mesure de l'émission pour la seconde partie. Maintenant que tout est dit, je te laisse reprendre, Vic. Non, c'est bon pour moi, on peut commencer là-dessus, si quelqu'un a envie d'intervenir en premier sur cette première question-là, effectivement, est-ce que l'État est notre ami ou notre ennemi dans l'accès à l'arme à feu ? C'est vrai qu'on n'est pas le pire pays au monde sur cette question-là, mais d'un autre côté, ça semble se resserrer petit à petit. Voilà. La vis se serre, effectivement, donc... Je sens qu'MJ a quelque chose à nous dire. Vas-y. Oui, effectivement, c'est un sujet que j'aborde tout le temps. De toute façon, ça sur la restriction des armes à feu, comment ça évolue, etc. en France. On a encore parlé aujourd'hui autour d'un café, donc autant dire que c'est d'actualité. Autant dire qu'effectivement, donc la vis se resserre, comme l'a dit Vic, je crois. Après, selon effectivement qu'on soit chasseur ou tireur sportif, par exemple, on aura plus ou moins de soucis à se faire. Pour les chasseurs qui ont encore pas mal de beaux jours devant eux, comme on l'avait dit hier, je crois, en débriefing du dernier live. Mais il est clair que la tendance est étrange, puisqu'on remarque que plus le pays est dans l'insécurité, plus ont des armes des citoyens, on va dire, honnêtes et classiques. Donc il y a une tendance qui est assez étrange quand même. Oui, tu veux dire que des actions sont faites avec des armes illégales et des armes de guerre qu'on n'est censé pas avoir accès en tant que citoyen, et plus il y a d'actions qui sont faites avec des armes illégales, plus on restreint l'accès aux armes légales et déclarées. Exactement, il y a aucun sens à chaque attentat qui fait vraiment parler de lui. On remarque que juste derrière, il y a effectivement des décrets, des projets de loi qui sortent, qui visent à restreindre effectivement l'accès à l'arme à feu pour les citoyens honnêtes et classiques, encore une fois, alors qu'on n'a strictement aucun rapport de près ou de loin avec tout ça, quoi. Donc c'est un peu... on comprend pas trop, quoi. Voilà. Mais d'ailleurs, je rebondis sur ce que tu dis, qu'au niveau de l'Angleterre, donc un pays voisin, si je me souviens bien, vous me corrigerez si je me trompe, mais c'est vers 2010 qu'ils ont eu leurs grosses restrictions sur les armes, et c'était suite à une tuerie dans une école, comme d'habitude avec des causes pas très claires. Et suite à cette tuerie ou attentat, je ne sais plus, ils ont vraiment été restreints à fond sur les armes, où ils n'ont plus qu'accès à certains revolvers pour la chasse et du matériel de chasse, quoi, en gros, si je me trompe pas. Donc on voit que les États profitent d'une phobie sécuritaire et d'un état émotionnel de la population à chaque fois qu'il se passe quelque chose dans ce domaine-là, pour resserrer un petit coup la vis sur les armes en déformant la réalité
pas complètement, mais disons en tirant les draps vers eux pour que la réalité aille dans leur sens. Exactement, bah, c'est sûr, après un attentat, il y a forcément toute la population qui est un peu angoissée, il y a une forme de paranoïa, on le voit, hein. Honnêtement, c'est triste à dire, mais on le voit quand on est à un restaurant ou des choses comme ça et que tu as un ballon qui pète, les gens sont quand même beaucoup plus tendus qu'avant, quoi. Je veux dire, tout de Oui, c'est suite, vrai. les gens sursautent et c'est fou à dire, mais c'est le cas. Et effectivement, le gouvernement, en passant des lois comme ça, qui en plus, bah, pour le coup, celle-là passe bien aux médias, eh bien, il rassure effectivement la grande majorité de la population qui se pose pas trop de questions et ils disent en gros, bah, on supprime les armes et vous serez plus protégés, quoi. Mais c'est juste effectivement des décisions de façade, quoi. Voilà. Oui, et tu as dit maintenant les gens entendent un petit pétard ou un truc comme ça ou un bruit bizarre, ils regardent, et ça c'est vrai, je l'ai encore constaté dans ma ville moyenne il y a pas très longtemps. Et aussi on peut se rappeler que juste après les attentats, quand il y avait les grands rassemblements, je suis Charlie, quand il y avait un petit pétard, ça faisait des mouvements de foule entiers où les gens se marchaient dessus. Parce que comme c'était frais, Ouais. bon, ça montre qu'il y a quand même un impact dans les esprits, quoi. C'est sûr qu'il y a un impact. Ouais. Mais pour revenir sur ce que tu disais sur l'Angleterre, concernant les chiffres par exemple, donc on a bon, les États-Unis qui ont, comme d'hab, environ 100 armes par habitant pour 100 habitants en moyenne. On a la France qui est deuxième, c'est les chiffres de l'ARPAC, hein, donc vous connaissez tous à peu près l'ARPAC, c'est pas moi qui les invente, les chiffres. La France qui est deuxième avec 31 armes pour 100 habitants en moyenne, hein, toujours. Oui. On a l'Allemagne juste derrière, et en tout dernier, enfin en quatrième en tout cas, on a l'Angleterre avec 6 armes pour 100 habitants. Et qu'est-ce qu'on constate? C'est que l'Angleterre, c'est ceux qui prennent le plus cher en termes d'attentats, surtout d'un point de vue rapport armes utilisées pour l'attentat et les victimes. Parce que du coup, en Angleterre, il suffit d'avoir un couteau pour faire un attentat, quoi. Tellement les gens sont désarmés, même la police a du mal à être armée. Donc autant dire que c'est un peu open bar pour les terroristes, quoi, du coup. Ouais, et j'ajouterais excuse-moi Vic, vas-y. Non, c'était Bah, peut-être tu vas parler de l'Angleterre ou pas? Oui, oui, oui. Bah vas-y alors, parce que c'était pour C'était l'Angleterre aussi. C'était justement qu'effectivement, peut-être que ce nombre de citoyens, enfin ce tout petit nombre en fait de citoyens armés, d'un côté facilite un petit peu les risques d'attentats, etc., d'attaques contre la population, parce qu'effectivement, comme tu dis, la population a très peu moyens de se défendre. Et d'un autre côté, de la même manière, ils sont très peu nombreux pour essayer de contrecarrer un petit peu politiquement les projets de désarmement. Là Bien où sûr, la bien France sûr. a effectivement peut-être plus d'1 million de chasseurs, ce qui garantit quand même un lobby assez important à ce niveau-là. Ouais, c'est pour ça que c'est important de prendre sa licence. Par exemple, moi, j'ai quasiment pas fait d'événements au stand de tir, on va dire, officiel cette année. Alors que d'habitude, j'essaie de faire un petit peu tout ça. Mais j'ai quand même pris ma licence pour soutenir le lobby et continuer à qu'il y ait des licenciés dans le truc, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc ça, c'est important, même si vous savez que cette année, vous allez être juste pour faire du tir ou que vous êtes à l'étranger, par exemple. Ça peut être intéressant de prendre sa licence juste pour montrer que voilà, il y a des gens qui tirent et il y a beaucoup de gens, donc on peut pas faire ce qu'on veut avec. Et je rebondis sur l'Angleterre, que tu disais, MJ, que c'est un pays qui a désarmé quasiment ses citoyens et qui fait toujours l'objet de violences et quasiment, même pas quasiment, mais plus d'attentats qu'en France, ces derniers temps en tout cas, et qui a beaucoup de problématiques sécuritaires. Il y a aussi le fait qu'il y a le trafic d'armes et la construction illégale d'armes qui explose là-bas, parce qu'il y a un rapport de l'Union Européenne qui est disponible en ligne, que j'ai éventuellement si vous voulez le consulter, qui démontre que là-bas, les gugus de gangs, les criminels, tout ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils achètent des armes, les blancs, là, les pistolets à blanc 9 mm pack, là. Ouais. Et des mecs ont des tours et des fraiseuses dans leur garage et ils les mettent en état de service. Alors c'est des armes jetables, c'est-à-dire vous ferez pas 10 000 coups avec, mais vous pourrez vider un chargeur, faire un assassinat ou vous défendre. Et ça, il y a une recrudescence de ces dernières années énorme en Angleterre, suite à la restriction et tout le bazar. Donc ça montre quoi? Ça montre que de toute façon, les méchants seront toujours armés. Et l'honnête citoyen sera toujours embêté par les éventuelles réglementations. Voilà. Et ne pourra pas se défendre face à si jamais vraiment sa vie est en danger en dernier recours. Qu'en pense Kernos? En fait, le truc, c'est pourquoi l'État agit comme ça. Et moi, je pense que c'est simplement parce que pour eux, c'est la seule façon réellement visible de montrer aux gens qu'ils essayent de faire quelque chose. Ah, c'est vrai. Ouais. C'est pas faux. Ouais. Parce que c'est ça, tout à fait. Ouais, c'est ce qu'on a dit. Ouais, c'est ça. Vas-y.
parce que je veux dire que quand on parle avec des flics, je veux dire, ils savent tous très bien où sont les armes, ils savent tous très bien, pareil, hein, où sont les dealers et tout ça, mais il n'y a pas une volonté politique de vraiment s'attaquer à eux. Donc, pour montrer que l'État fait quelque chose contre les armes, et qu'est-ce qu'il fait? Il fait des belles mesures dont on parle, et puis le plus facile, hein, c'est comme toujours, c'est de taper sur ceux qui ont des choses à perdre, et donc c'est le citoyen. Ouais, c'est vrai que l'État étant un peu démuni, parce qu'aujourd'hui, n'importe quel mec qui prend un couteau peut planter 10 personnes au hasard. C'est vrai que même quand on se met à la place de l'État, on peut pas vraiment faire grand-chose en fait, parce que le mec peut y agir de sa propre initiative, sans en avoir jamais à parler à personne, tout ça. Et quand on se met à la place de l'État, on peut pas faire grand-chose. Il faut quand même montrer aux gens qu'on fait quelque chose, sinon on va se faire destituer assez vite au final. Et en effet, taper sur les tireurs, ça permet de faire un peu bouger, de faire écran de fumée, on va dire. Et en plus, ça va dans le sens de désarmer les gens, ce qui les arrange. C'est la même politique que quand on met des radars sur les autoroutes. Oui. On sait que les autoroutes sont les routes les plus sûres. Et en plus, les autoroutes françaises sont les autoroutes les plus sûres d'Europe. Mais c'est là qu'on met pas mal de radars parce que c'est là qu'on va faire de l'argent. Oui. Ouais. Et c'est. Vas-y. Allez-y. Et en fait, on en revient au même truc, c'est on va taper sur la personne qui utilise l'autoroute, ça va être celui qui part en vacances, c'est le commercial qu'on a besoin pour aller travailler. C'est celui sur lequel on a vraiment un levier pour agir, parce que il est solvable, parce que il va respecter en fait la loi, il va respecter l'amende. Et sur les armes, c'est la même chose. Les tireurs, ils vont respecter la loi. On voit là sur les fusils à pompe, sur les groupes, hein, on en voit plusieurs qui disent voilà, j'ai fait réduire mon magasin pour que je sois dans les clous. J'ai mis une rallonge à mon canon pour que je sois dans les clous. Donc voilà, c'est le tireur qui est solvable va encore engager de l'argent pour pouvoir continuer sa passion, alors que les délinquants qui sont armés dans les cités ou ailleurs, ils s'en foutent de toute façon. Eux, ils sont en dehors de la loi. Donc on peut faire ce qu'on veut au niveau de la loi. Ils en sont en dehors, donc ils en ont rien à foutre. Exact. Et je rebondis sur ce que tu dis, c'est intéressant quand tu compares un peu les restrictions ou les volontés de restriction d'accès à armes à feu aux citoyens avec la sécurité routière. Parce que j'ai toujours trouvé ça hallucinant, les budgets de sécurité routière, la propagande qu'on met sur la sécurité routière, alors qu'au final, malheureusement, c'est que 4000 personnes, alors c'est des morts quand même, mais par rapport à ceux qui meurent du tabac ou de certaines maladies, ça représente rien en comparaison par rapport à l'impact humain. Et j'ai toujours vu ça comme la sécurité routière, comme de la propagande, comme quoi on est l'État, on s'occupe de vous, regardez, on s'occupe de vous, tu vois. S'occupe de votre porte-monnaie. Oui, voilà. Ouais. Et c'est pour ça qu'on met des radars, c'est pour votre bien. Alors que, comme a dit Carnos, les routes sont l'une des plus sûres. Alors c'est peut-être aussi parce qu'il y a aussi des radars et des contrôles, c'est vrai. Mais j'ai toujours vu cet aspect, ne t'inquiète pas, tout va bien se passer, mais ouvre ton porte-monnaie. Ouais, ça va souvent faire. Justement, sur le thème là de l'émission, entre gouvernement et force de l'ordre, moi j'ai eu l'occasion de parler plusieurs fois avec des policiers sur les radars, hein, et sur le pourquoi, et souvent ils sont pas d'accord avec ce qui est mis en place. Il y a vraiment une différence quand on fait c'est gouvernement et force de l'ordre, amis ou ennemis. J'ai l'impression que de plus en plus les forces de l'ordre ne sont plus aussi en adéquation avec le gouvernement. Oui, ils sont conscients que le système qu'ils servent n'est plus vraiment lequel qu'ils pensaient servir à la base, quoi. C'est ça. Ça, c'est vrai que je ressens ça aussi par rapport à mes relations qui sont dans l'administration, parce que vous en avez aussi, on en a tous au moins, on connaît tous quelqu'un qui est policier, pompier ou tout ça.
Et c'est vrai que c'est ce que je ressens aussi de mon côté, je sais pas vous. Ouais, c'est un peu ça. Bon, en même temps, quand tu vois, enfin comme nous, hein, quand ils doivent voir qui sont leurs chefs et tout ça, c'est sûr que ça donne pas envie Faut pas oublier de aussi se que soumettre. tous les gens, comme tu dis, dans l'administration, qu'ils soient gendarmes, policiers, etc., il y a l'uniforme, il y a l'uniforme, etc. On a souvent tendance aussi dans l'inconscient collectif, à les faire passer pour des robots ou des servants du gouvernement, mais faut oublier que c'est aussi, du coup, forcément, des citoyens comme les autres malgré tout, qu'ils ont une famille, etc. Et que c'est sûr qu'effectivement, comme vous l'avez dit, on a un moment, ils se rendent compte de certaines choses et effectivement, petit à petit, leur sens du devoir envers leur patron qui est finalement le gouvernement, il y a de moins en moins effectivement de fidélité, quoi, parce que taper dessus pour les bêtises de leur chef, quoi. Voilà. C'est vrai que c'est un peu le problème des corps constitués, quoi. Ils sont vraiment le cul entre deux chaises, entre la population et l'État. Et c'est assez compliqué, quoi. Et toi, Vic, je veux pas trop en dire, tu réponds pas si tu veux pas répondre, mais bizarrement, t'as pas renouvelé ton contrat récemment. On peut en parler un petit peu sans trop parler de ce que c'était, mais effectivement, pour l'instant, on verra. Effectivement, au bout d'un moment, quand on n'est plus en adéquation avec les choix faits par les politiques et par les gouvernements, autant ne plus servir et redevenir un simple citoyen comme les autres, quoi. Quitte à faire mercenaire, Plutôt que de servir bêtement. quitte à faire mercenaire, autant aller dans les boîtes privées, ça paye beaucoup mieux. Ouais, voilà. C'est un peu ça, ouais. Donc on a parlé de l'accès aux armes, ce qui nous a fait rebondir justement sur les politiques d'État qui veut se rendre indispensable dans les esprits parce que ça justifie sa présence, parce qu'au fond, la base d'un État, c'est d'être un parasite. C'est dans le sens où finalement, il faut qu'il se rende le plus important possible pour pouvoir aspirer le plus d'énergie sous forme monétaire possible, pour pouvoir grandir. On est tous d'accord là-dessus, je pense. Si vous n'êtes pas d'accord, vous le dites et prenez la parole. Et les armes font partie de ces sujets-là où, dans l'inconscient collectif, limiter les armes pour le citoyen moyen d'aujourd'hui, c'est une bonne chose, tu vois. Et ça va amener plus de sécurité en France, tu vois. Et... C'est vrai que pour les amateurs de série, ouais, l'État, c'est Negan. Ah, en fait. Voilà. Par exemple. Ok. Donc, au niveau... Excuse-moi, je t'ai coupé. Vas-y. Vas-y, Carnos. Pardon. Ouais, on voit l'État sénégal, mais là, avec le Brésil, ils ont on a le premier président d'extrême droite qui est passé, qui est devenu, un politique de droite qui est passé président et voté, choisi par son peuple. Si tu comptes pas Trump et Salvini, ça fait le troisième. Oui. Selon la France. Et Orban. Et Orban, ah oui, ça fait quatrième selon la France. Vas-y, Carlos. Mais en fait, je pense que c'est pourquoi ils sont revenus sur ça, c'est parce que c'était le seul qui représentait justement un État fort qui allait mettre des vraies limites. Et de plus en plus, on voit que tous les pays, on va dire démocratiques, comme on est de plus en plus. Je sais pas comment le dire, mais on perd. C'est en train de se polariser. De plus en plus notre identité ou des choses fondamentales. Je veux dire, c'est comme Macron qui dit qu'il veut pas fêter le 11 novembre pour pas froisser nos voisins allemands. Fêter le 11 novembre, c'est pas seulement fêter la victoire de la France sur l'Allemagne, c'est aussi fêter la mémoire de tous ceux qui sont morts pour défendre un pays. J'étais pas au courant de ça. Ouais. Et on va de plus en plus sur les pertes de valeur, et que je pense que justement de plus en plus des pays vont commencer à se retourner vers des gens d'extrême pour retrouver leur valeur. Donc là, on commence à glisser doucement dans des marécages. Ouais. Donc, attends, on peut en parler, mais avec des gants. Voilà.
Mais c'est vrai que de j'aimerais nos bien jours, revenir, les, par les contre, valeurs. Vas-y. Vas-y. Non, mais de toute façon, c'est juste une aparté court que je fais. De nos jours, effectivement, les valeurs françaises, elles sont souvent mal interprétées quand on les met en avant, parce que l'exemple typique, mais tristement vrai, c'est que par exemple, pendant la Coupe du Monde, tout le monde met des drapeaux français à son balcon, à sa fenêtre, où vous voulez. C'est super, bonne ambiance, etc. Mais vous mettez un drapeau français hors Coupe du Monde, vous passez tout de suite pour un raciste ou ce que voilà, ou quoi que ce soit d'autre. Donc maintenant, nos valeurs sont devenues malheureusement souvent des effets de mode ou des événements sportifs, etc. Mais on n'a plus le fait d'être content de son pays et de le prôner, ça nous fait tout de suite passer pour ce qu'on n'est pas, quoi. Voilà. Mais justement, on parle justement des choses là, on est dans le domaine du micro, on va dire, et ça, c'est régulier, on va dire, dans les conversations du quotidien. Mais dans le cadre de cette émission, j'ai envie de dire, peut-être pas penser en mode macro, donc grand, en, en n'analysant pas les conséquences, parce que je pense que tout le monde est conscient de la situation aujourd'hui, tout le monde vit en France, tout le monde va dans la rue, tout ça, tout le monde regarde la télé. Mais en fait, qu'est-ce qu'on attend d'un État, en fait, à la base? Parce qu'en en fait, on le critique. Et c'est normal parce qu'on a les choses on constate. Mais au final, on se dit pas, mais qu'est-ce qu'on attend d'un État? Parce qu'on dit oui, ça j'aime pas, mais au final, qu'est-ce qu'on attend de lui généralement? On peut peut-être faire un tour de table. Vic, qu'est-ce que tu attends dans les grandes lignes d'un État? En quoi Au tu départ, acceptes de payer 70%? Contre quoi tu acceptes de payer 70% d'impôts? contre, contre le fait de ne pas être enfermé. D'accord. Vas-y. Qu'est-ce que j'attends d'un État? Pour moi, le rôle de l'État, à la base, c'est vraiment les fonctions régaliennes. Donc, c'est-à-dire police, justice, armée. Enfin, voilà, défense du peuple, défense du frontière, et puis justice, quoi. Un petit peu tout ça. Et en fait, c'est vraiment toutes les fonctions que les individus ne sont pas capables de faire par eux-mêmes ou faire à leur échelle par association ou par mutualisme ou par autogestion. Il y a des choses qui sont tellement importantes et à grande échelle, à l'échelle nationale, que forcément, pour moi, on a besoin d'un État pour gérer ça. Donc effectivement, après, l'État peut être plus ou moins total ou plus ou moins libéral en laissant beaucoup plus d'autogestion à son peuple. C'est vrai qu'un État beaucoup plus minarchiste, centré sur ses fonctions régaliennes, a aussi ses avantages et inconvénients, et des États beaucoup plus soviétiques comme l'Europe de l'Ouest forcément s'immiscent dans vraiment tous les aspects de la vie quotidienne, toutes les démarches, tous les aspects du quotidien, jusqu'à les normes de ce que vous mangez, hein. Là, par exemple, pour le bien, mais ça peut aller aussi dans des choix qui sont faits pour nous, voilà, que ce soit pour le bien ou pour le mal. Donc on perd en liberté quand l'État prend une place beaucoup trop large, je pense, pour moi. Mais tu Voilà. parles des anciens pays d'Europe de l'Est, pas aujourd'hui. Non, je disais les pays d'Europe de l'Ouest. Ah, de l'Ouest, j'ai compris de l'Est, parce que j'allais dire, ça s'est inversé aujourd'hui. Non, justement, je Ok. disais. Non, on est d'accord. Je disais, Ok. par exemple, la France, effectivement, voilà, qui s'immisce dans tout. Yes, bah vas-y, distribue, L'État français. distribue la patate. Ouais, Carnos? Je saurais pas trop dire ce que j'attends vraiment de l'État, mais en gros, ce qu'il fait aujourd'hui, hein, c'est effectivement, comme l'a dit Vic, hein, c'est tout ce qui est les armées, la police, mais aussi l'organisation des soins, hein. On est quand même super bien lotis en France, hein, au niveau des Oui. soins. Ah, je grince des dents, mais je l'exprimerai après. Vas-y. Alors, Vas-y. il y a d'autres, par exemple, en Suède, tous les soins sont gratuits. Enfin, moi, j'ai eu une connaissance qui était en Suède où ils disaient ils avaient accès, ils allaient à l'hôpital, tu ne payes rien, c'est payé par tes impôts. Donc, on va dire sur un certain point, apparemment, ils ont encore plus d'accès aux soins que nous. Mais je veux dire que c'est quand même pas mal foutu ce qu'on a en France, et sur plein de domaines quand même. Le seul truc dérangeant, c'est les abus du système, parce que sinon, je veux dire, sur beaucoup de choses, c'est quand même bien foutu. Hein, on est pas mal lotis dans notre société. Je
pense que le seul truc qu'il faudrait, c'est un meilleur contrôle du fonctionnement politique. Et parce que ce qu'on voit tous les jours là, pratiquement, on a une nouvelle affaire. Il y en a qui s'en mettent plein les poches. C'est des lobbyistes qui deviennent ministres. Donc voilà. Si on empêchait ce genre de choses, je pense que pour le reste, on est quand même. L'État fait quand même pas mal de choses qui sont bien pour le pays. Ok. MJ? Ouais, moi je vais reprendre un point que tu avais dit, Alex, sur les fonctions régaliennes de l'État, notamment la sécurité, parce que de toute façon on a fait le tour, mais j'aimerais insister sur ce point, parce que effectivement on l'a vu ces derniers temps avec les attentats et puis même la délinquance, on a la sécurité qui grandit dans le pays, voilà, le mot est lancé, et pourtant on remarque que j'ai l'impression que l'État ne fait pas grand-chose. Voire même il fait c'est une des fonctions, la sécurité, et il s'en occupe pas, ou du moins pas assez selon moi. C'est-à-dire que leurs prestations lors d'attentats, etc., notamment le Bataclan, reste largement amélioré, et en plus derrière on nous interdit de plus en plus de nous défendre, etc. Donc à bout d'un moment, quand l'État, selon moi, c'est mon point de vue, encore une fois, n'assure plus la sécurité de son peuple comme il faut, il faudrait peut-être qu'il lui laisse un peu de marge pour le faire soi-même, quoi. Voilà. Ok, donc toi t'insistes sur l'aspect sécuritaire, tout ça, tout ça. Je vais donner mon avis sur cette question pour la clôturer. Après, justement, tu me donnes l'envie de lancer la question sur l'insécurité. On va en parler après. Donc, je vais répondre à la question de Vic pour terminer ce tour de table. C'est ah non, c'est la question. On est encore à qu'est-ce qu'on attend de l'État. Oui. Oui. Moi, j'allais employer le même mot que tu as employé, Vic, c'est-à-dire minarchiste. Minarchiste, c'est quoi? C'est réduire l'État au minimum de ses fonctions, en fait, c'est-à-dire globalement une armée et une régulation économique à grande échelle pour éviter des trop grands monopoles. Et j'aurais plutôt tendance à laisser la liberté de s'organiser les citoyens, entre guillemets, par eux-mêmes, et de garder le système léger pour justement pas avoir besoin de beaucoup pour vivre. C'est-à-dire pas avoir à prélever d'énormes impôts pour que le système tourne correctement. Ce qui est tout à fait possible. Faire, ouais. Ouais, parce que quand on va dans des pays... moi, j'ai toujours cru... là, je vais rebondir justement sur ce qu'a dit Kernos. J'ai toujours cru, comme tout le monde, qu'on était dans un super système de santé, qu'il fallait payer les impôts pour faire des belles routes, comme tout le monde le pense, entre guillemets. C'est les clichés, mais c'est ce qu'on pense. Et j'ai commencé à voyager assez tard dans ma vie. Mais on va dire j'ai rattrapé mon retard rapidement. Et j'étais dans les pays, soi-disant le tiers-monde, soi-disant des paradis fiscaux, et aussi d'autres pays où soi-disant ils sont à la pointe. J'ai constaté que quand on prend 15% d'impôts, le pays est quasiment aussi bien équipé qu'en France en fait. Et qu'en fait, il n'y a pas besoin de tant d'impôts que ça pour faire des grosses infrastructures. C'est ce que j'en vois de mon expérience. Et aussi, en fréquentant pas mal d'expatriés, quand tu es expatrié, tu dois gérer tes soins toi-même, parce que quand tu quittes la France, tu sors du système. Et surtout quand tu es puis c'est pas le pays qui t'accueille qui va te financer tes soins. Exactement. Et donc tu dois prendre des assurances un peu spéciales, expat, internationales, tout ça, qui peuvent coûter entre 100, 200 euros, voire plus, si vraiment tu veux du luxe, tout ça. Mais à partir de 100 euros, tu as un truc très correct qui te fait quasiment l'équivalent en France. Et j'étais surpris du prix en Europe de l'Est ou les trucs comme ça, de pas d'attente, pas de papier, t'arrives, tu veux faire une radio, tu dis bonjour, tu payes 15 euros et ça y est, et t'as la même radio qu'en France. Donc de par mon expérience, je vois qu'en fait c'est de la propagande en fait, le fait que le système de soins soit bien en France, et d'ailleurs on voit qu'il va de moins en moins bien et chaque année on retire de plus en plus de trucs dans les soins où ça coûte plus cher, et puis aujourd'hui il faut une mutuelle, tout ça. C'est en train de se casser la gueule tout simplement. Et en plus, j'ai pas vu tout le monde, mais les pays que j'ai vu que c'était un mensonge, quoi. Qu'on pouvait faire moins cher, mieux ailleurs, quoi. Et c'est les mêmes soins au final, hein. Il y a les mêmes médicaments partout, tout ça. Je veux dire, ceux qui fabriquent les médicaments, ils distribuent au niveau mondial, hein. Donc ton Doliprane, tu l'auras au fond de la Hongrie si tu veux.
Donc voilà, ça c'est ce que j'ai vu. Après, ce n'est que mon avis et j'ai pas tout vu, mais j'ai pris, on va dire, une baffe là-dessus parce que comme tout le monde au début, je pensais que voilà, la France, on avait un super système de retraite, c'était bien foutu, on avait des belles routes parce qu'on payait plein d'impôts. Et j'ai vu qu'en fait, il y avait pas mal de bullshit en fait. Ouais, Voilà. la retraite. Ça, c'est un mot aussi. Il y a des choses à dire là-dessus, mais bon, c'est pas Voilà. le débat. Et ce que et ouais, je voulais maintenant relancer, à moins que quelqu'un qui a quelque chose à ajouter. Non, justement, On est bon. avec le truc de MJ, on revenait sur l'effondrement avec la sécurité et du coup gouvernement ami ennemi. C'était Oui. Bah, on revenait bien dans le thème. avant de faire la transition, je voulais juste savoir si tu voulais rajouter quelque chose. Sinon, justement, je vous propose de parler de cette fameuse insécurité, parce qu'à chaque fois qu'on voit une vidéo de défense personnelle, que ce soit contre les agressions dans la rue ou de fusil à pompe, à un moment, elle va dire, le mec, et au cas où, ça me permettra de me défendre. Est-ce que dans la rue, même si on sait qu'aujourd'hui, il y a quand même des événements graves comme les attentats, tout ça, et que le niveau de risque a augmenté, est-ce que vraiment au quotidien dans la rue, en fonction de où vous habitez, vous vous sentez entre guillemets en insécurité, ou est-ce que vous avez vraiment concrètement rencontré des problèmes dans la rue, dans votre vie? Peut-être MJ? Ouais, bah bon, moi je vais faire court parce que sinon je pourrais en parler pendant des heures. Mm. Mais bon, maintenant j'habite dans le sud, un petit village tranquillou. Mais j'ai habité quelques années dans le sud de la France, pas loin de Marseille. J'ai habité dans les banlieues de Paris. J'ai fait le 92, le 93, etc. Donc autant dire que c'était pas des clowns. Oui, alors déjà, alors c'était il y a maintenant 7-8 ans. À l'époque, c'était déjà n'importe quoi. Enfin, même en tant qu'homme, qui plus est, qui a l'habitude, etc., on se sentait pas à l'aise. On se sentait pas, on regardait derrière soi, etc. Voilà, t'arrivais pas à fermer les yeux dans la rue, quoi. Voilà. Si tu t'endors dans le bus, tu mets les mains sur tes poches, etc., pour pas te faire voler, ou tu dors que d'un œil, bref. Non, c'est n'importe quoi. Et de nos jours, ça empire, parce qu'en plus, du coup, bah, de plus en plus, j'ai l'impression que la délinquance se rend compte que la police peut rien faire contre eux et de toute façon ne fait rien. Donc, comme on le voit dans les vidéos qui tournent pas mal sur les réseaux sociaux, des vidéos très très violentes, et que ce soit la police ou les témoins citoyens qui sont autour ne font rien, personne ne fait rien. C'est open bar encore une fois. Donc oui, pour moi, selon où on habite, le climat d'insécurité peut être très très pesant au quotidien. D'accord, mais, Notamment lorsqu'on est un peu fragile ou qu'on est une femme, etc. Quoi. Voilà. ok, mais est-ce que tu as réellement été confronté à des faits ou c'est Oui, une énergie des noire tonnes de que tu fois. ressens dehors? C'est ça que je veux dire. J'ai vraiment été confronté, alors que ce soit par exemple dans le RER parisien, RER A pour ceux qui connaissent, dédicace en gros, non mais voilà, tu attends le RER et tu as quelqu'un qui se fait agresser à quelques mètres de toi, quoi. Et t'as des dizaines de personnes qui attendent le train, personne ne réagit, quoi. D'accord. Peu importe, personne ne réagit. Alors toi, des fois, enfin, moi, ça m'est arrivé de le faire, mais quand je le faisais, bah, j'y allais pas tout seul. Hein, je m'appelle pas Jason Bourne, attention. Il y a Ouais. un gars à côté de moi, on se regardait, et je lui dis bon, de temps en temps, on a réussi à y aller, un peu à sauter dans le tas, mais c'est rarissime. Mais c'est parce qu'à chaque fois, quasiment, c'était moi qui allais voir les gens, parce que j'ai déjà été moi-même plusieurs fois agressé. Donc après, forcément, je pouvais pas laisser faire ça. Je me sentais impliqué, contrairement aux gens qui n'ont pas encore vécu ça. Donc D'accord. moi, à chaque fois, effectivement, je faisais en sorte d'aider la personne. Mais que ce soit en tant que témoin ou moi-même victime, oui, j'ai été confronté à plein de situations comme ça. Oui. Ok. Bah, si t'as tout dit, je t'invite à distribuer la patate chaude à qui tu veux. Vu que c'est notre invité, Carlos, sur tes expériences personnelles, voilà. En ce qui me concerne, j'ai vécu 18 ans dans le 93 Ah. et, euh, et effectivement, moi j'ai été plusieurs fois agressé et maintenant que je suis euh, en Alsace et là, moi j'habite en plus dans un petit village, euh, je la sens pas l'insécurité quand je suis chez moi. Quand je suis sur Strasbourg, il y a des tensions. De temps en temps, hein, suivant où on va, on sent des tensions. Mais après, j'ai jamais été confronté à tout ce qu'on peut voir là sur le net, euh, des gens se faire lyncher ou trucs comme ça. Et en ce qui me concerne, si je vois
ce genre de choses. Hein. Ça m'est arrivé dans la ville à côté de la mienne, là, où il y a 2 mecs qui étaient en train de m'en taper un troisième, et je suis allé m'interposer. Parce que... alors, je vais reciter une réplique d'un film que seuls les gens de mon âge connaîtront. Mais il y a une réplique qui m'a toujours plu, c'est mieux vaut être mort et cool que vivant et pas cool. Ça vient de quoi ça? Ça vient de Harley Davidson et l'homme Santiago. Mais en effet, c'est une autre génération. Mais merci pour la culture. Hein. C'est le slogan d'un régiment, non? Et franchement, en ce qui me concerne, je préfère m'en ramasser plein la gueule et intervenir que de tourner la tête et après de pas pouvoir me regarder dans une glace parce que j'aurais laissé quelqu'un se faire lyncher. D'accord. Très bien. Même si je sais que en intervenant, j'ai toutes les chances de moi aussi me faire défoncer le crâne. Ouais, je vois. Et je pense que en France, ce comportement-là, ça se perd. Alors c'est peut-être parce qu'on est des survivalistes, donc à moitié fous, qu'on s'interpose pour essayer d'arrêter la violence. Mais bah là, non, je vais attendre mon tour pour parler. Je te laisse terminer, Carnos, et après on donne la parole à Vic et je m'exprimerai après. Bah en gros j'ai fini, hein, comme dit. La violence, l'insécurité, je l'ai senti plus quand je suis allé à Liwa en Allemagne. Hein. Oui. Le soir à minuit et quelques, quand je devais reprendre le bus pour rentrer en France. Franchement, il y avait des jeunes qui se bousculaient. Enfin, on sentait qu'il y avait plus de tension et plus de violence, je trouve, entre jeunes que ce que moi je peux vivre en France. D'accord. Très intéressant. Vic? Non, bah de mon côté, j'ai jamais été confronté à autant de violence qu'effectivement qu'on peut voir sur Internet. Déjà parce que j'habite en France. Au-delà de la blague, je suis dans un département majoritairement. Je suis dans un département majoritairement rural et donc dans une- et dans une petite ville de province. Et donc de mon côté, ça a toujours été jusqu'à maintenant. Même si effectivement dans ma ville, il y a déjà eu des morts dans la rue. Hein, malheureusement, comme ça arrive partout sur le territoire. Et comme dans toute la France, c'est-à-dire bah voilà les zones concernées habituelles. Mais de mon côté, non, ça va jamais été confronté à ça. Et je sais pas, pour la question d'après, comment est-ce qu'on peut réagir, même si c'est pas le sujet de ce soir, mais en fait, moi je pars du principe que je sais pas comment j'aimerais pouvoir me dire si ça m'arrivait, j'interviendrais et tout ça, si en vrai je voyais ce genre de choses, mais en vrai je sais pas du tout comment ça se passe en vrai, donc je vais pas dire que j'interviendrai et tout ça. Pour ma part, je sais pas. Ok. Donc si t'as tout dit, Voilà. tout dit? Ouais, à toi. Bah, moi, je vais rebondir sur ce que disait Kernos. Et ce qu'on peut voir, c'est que par exemple, MJ Armement et Kernos, vous aurez plutôt tendance à vouloir faire stopper la violence, même si tout le monde regarde ébahi la scène et qui se pisse dans leur froc, en fait. Et un truc, et je suis plutôt de votre graine par rapport à mes expériences. Et des fois, je suis même un peu fou parce que je me mets dans des situations où il aurait mieux pas fallu. Mais j'ai cette tendance aussi à vouloir arrêter la violence. Contre moi, j'aimerais bien les... Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. C'est assez naturel, on va dire. Tout à fait, ouais. Et je constate, comme MJ dit, quand t'es au RER A, alors moi c'était plutôt le RER B, mais même combat. Bon, c'est la même graine, hein. Voilà, pareil, même combat. Quelqu'un, ça commence à s'embrouiller. Tu vois que tout le monde regarde à moitié ébahi, à moitié un œil sur le smartphone, à moitié un œil sur bon, je vais me décaler un petit peu parce que là, je sens bien que ça va partir en live et j'ai pas envie d'y prendre part. Et donc tu peux te faire fracasser devant tout le monde sans que rien ne se passe. Alors qu'il suffirait de 3 personnes qui disent bon maintenant t'arrêtes et c'est fini, tu vois. Et bon, C'est sûr. après, si le mec aussi est très déter, c'est toi qui vas prendre les coups de couteau. Mais ça, faut être formé, on va dire, c'est là que la formation en défense personnelle rentre en jeu. Il y a des conflits, il faut pas intervenir, je pense. Il y a des conflits où il faut, c'est-à-dire que si c'est un couple
par exemple, qui s'engueulent au point de commencer à devenir violents, si tu commences à intervenir, il se peut que les deux se retournent contre toi, tu vois. Ou alors que c'est une histoire de drogue, ils sont en train de laver leur linge sale entre eux et que juste ils s'en foutent qu'il y ait des gens autour. Et que finalement, ces trois potes qui se tapent, tu vas venir dire stop et ils vont se retrouver les trois contre toi, tu vois ce que je veux dire? Donc ça, c'est vraiment un équilibre et une sensation à voir. Et au contraire, quand tu vois que c'est quelqu'un, une vieille dame ou un jeune qui se fait racketter et tu vois très bien qu'il a rien à voir avec eux et qui se fait dépouiller, là, ok, en sachant que tu peux te prendre les coups pour lui. Là, tu peux voilà, c'est toujours la responsabilité. C'est pour ça que les gens, je pense, n'interviennent pas. Et ce que je vois avec une petite expérience d'expatrié dans des pays encore homogènes et culturellement homogènes, on va dire, pas très loin d'ici, un truc de fou, c'est que nous, on est devenus immobiles face à la violence. Et on le constate tout en regardant les grandes villes comme Paris ou les villes moyennes. Et là-bas, j'ai vu des scènes où le moindre geste de travers, bon déjà la racaille ça n'existe pas où je suis, c'est un concept vraiment français, et quand quelqu'un est mal poli ou fait quelque chose de mal, mais t'as automatiquement 3 à 5 mecs qui se lèvent et qui directement vont le calmer, c'est automatique, ou quelqu'un, à partir du moment par exemple quelqu'un fait de la violence sur une femme, juste même la secouer et tout, mais c'est automatique chez eux, ils s'arrêtent, ils viennent prendre le mec, t'as 4 mecs qui arrivent, qui le prennent et qui le dégagent et qui le dérouillent s'il le méritait, tu vois. Et, voilà, et personne ne va rien dire. Personne ne va dire après oh finalement ils l'ont tapé, c'est des méchants. Non, tout le monde va dire c'est bien, il a eu ce qu'il mérite, qui reste là-bas, tu vois. Et ça, je vois qu'il y a une mentalité qui est complètement différente en France. En France, on n'est pas, c'est sûr, on n'a pas cette unité-là, on n'est pas du tout soudés comme ça. C'est chacun pour sa pomme. Moi, ça m'arrive pas, ça m'arrivera pas. C'est pas mes histoires, quoi. Mais c'est même pas une mentalité de souder tout ça, c'est que c'est une mentalité d'esclave, pour reprendre les propos d'un grand youtubeur hongrois. C'est là qu'on voit la mentalité d'esclave, selon moi. C'est voilà, c'est même pas une question pour moi d'être solidaire, c'est juste humain. Je pense que quand t'es humain, tu peux pas laisser de la violence se faire devant toi. Je sais pas, c'est mon point de vue, mais apparemment si. C'est sûr. Voilà. L'humanité, ça perd un peu. Et pour refaire le lien avec le sujet de ce soir, est-ce qu'on n'aurait pas été dressé par hasard sur ces questions-là, comme sur d'autres? Là, on rentre dans le vif du sujet. Comment j'ai envie de dire, en partant de ce point-là, on voit bien qu'il y a des paradigmes, des schémas de pensée qui sont ancrés dans la population. Globalement, bien sûr, c'est jamais 100%. On voit que la plupart des gens, voilà, ne bougeront pas. Et pourquoi dans d'autres pays ils vont bouger? Est-ce que l'État a peut-être mis son grain de sel en forgeant les cerveaux d'une certaine manière ou pas? C'est une question. Qui lance la patate chaude? Comme tu veux. MJ, vas-y, c'est à ton tour, je crois. La patate chaude. Donc une question sur ce thème-là à peu près, ou parce que je suis en train de me demander comment on va tourner ça. Ton avis là-dessus, du coup, est-ce que tu penses pas que effectivement l'État a eu un rôle dans tout ça? Un rôle de conditionnement, Honnêtement, j'ai envie de dire forcément quelque part, puisque vu que c'est une généralité dans tout le pays, je vois pas qu'est-ce que ça peut venir d'autre que par le gouvernement ou la culture ou les médias. Je vois pas d'où ça peut venir d'autre si ça touche autant de monde. C'est vrai que je ne sais pas trop. Pour le coup, je n'ai pas d'opinion là-dessus et c'est rare. Peut-être dans un premier temps l'éducation nationale et puis par la suite les médias, ouais. Et puis c'est surtout qu'effectivement, après c'est aussi comme c'est un peu un cercle vicieux dans le sens où depuis tout petit, dans le contexte où on a grandi, mais on a toujours vu effectivement, on a surtout toujours dit en cas de problème, tu appelles la police. Gna 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 gna. En fait, ça a toujours été la police, le sauveur, etc. N'agis pas par toi-même, etc. On les a toujours finalement infantilisés, comme si on n'était vraiment pas capable par nous-mêmes d'assurer ce genre de choses, que ce soit nos parents ou ce qu'on voit à la télé, etc. On est un peu dans le monde des bisounours, évite les conflits, évite la bagarre. La fameuse citation que je déteste parce qu'elle est employée à tort et à travers, qui dit la violence c'est pour les faibles ou la violence ne résout pas les problèmes. Écoute, tu fais ce que tu veux, mais quand t'es agressé par 3 bonhommes, essaie de leur parler de la pluie et du beau temps, voir si ça va mieux. Voilà. Bon, c'est pour dire qu'on est vraiment dans une société où de nos jours, un peu le démon absolu, qu'on l'évite absolument, qu'on n'en parle pas et que c'est pas à nous de se lever contre la violence. Voilà. Donc c'est peut-être pour ça.
Ok. Kernos? Alors forcément, je pense qu'il y a une dérive en fait de l'éducation parce que ma mère par exemple qui a fait son école dans un village de campagne, si le prof t'envoyait une baffe, et ben tu te prenais la baffe. Et si le soir à la maison tu disais aujourd'hui je me suis pris une baffe par le prof, et ben tu t'en prenais une aussi par les parents parce que si le prof avait senti qu'il fallait te mettre une baffe, c'est que tu l'avais mérité. Et le retour. Et aujourd'hui, voilà, c'est devenu si un prof met une baffe à un élève parce que il dépasse les bornes ou il fait, enfin, on voit ce que peuvent faire certains élèves aujourd'hui. Moi, dans le 93, j'ai vu un élève se lever et mettre un coup de boule au prof parce que il lui avait dit de se taire. Ouais, mais Voilà. il l'avait mis absent aussi. Et puis c'était un jouet. C'était. Mais voilà, enfin moi je l'ai vécu où le mec il s'est levé, il allait mettre un coup de boule au prof et derrière il s'est rien passé quoi. Tout à fait, ouais. C'est clair. Le mec, alors il a été exclu 2 jours du bahut, mais après il est revenu et comme si de rien n'était. Enfin voilà, c'est et aujourd'hui on est dans cet état d'esprit où on laisse faire tout et n'importe quoi aux gens et du coup c'est les méchants qui s'imposent. D'accord. Donc, Ouais, parce que le mec qui a fait un coup de boule, comme il a pas eu de contre-bâton, pour lui, il va se dire bah, c'est bon, j'ai fait ça passe, je le referai si besoin, quoi. Voilà. C'est sûr. Et du coup, eh ben, ça rentre dans les mentalités que on se dresse pas devant les méchants parce que c'est eux qui ont raison à la fin. Ouais, Et intéressant. on le voit aussi dans les faits divers quand même les gendarmes là, il y en a un qui s'est fait démettre parce que je sais plus, il avait fait un truc mais tout à fait légal quoi, mais on l'a pas accepté. Et quand les politiques et la justice donnent presque toujours raison aux méchants, forcément, ben ça rentre dans les mœurs et les gens ils se disent de toute façon je vais pas intervenir puisque même si c'est moi qui me fais attaquer et que je réagis, c'est moi qui vais pas m'en prendre plein la tête. Ouais, et finalement, on est con de se mouiller, quoi. C'est ça. Finalement, on est con de se mouiller parce qu'on n'aura pas on sera pas remercié, tout au contraire. Tout au contraire. Et donc c'est pour ça que effectivement, je pense que alors je veux pas dire l'État, mais c'est cette dérive vers ce type de comportement qui fait que bah du coup maintenant aujourd'hui les gens ils font plus rien. Ouais, ça fait qu'on a une certaine, on a appris un comportement de passivité face à la violence. C'est ça. Mais c'est bon pour toi? Ouais. Vic? Bah, j'aurais pas trop quoi rajouter sur ce sujet-là. Effectivement, il y a sûrement une part, mais bon, je pense qu'on a fait le tour là-dessus. Effectivement, l'éducation a pas mal évolué là-dessus en fonction des époques et puis de l'influence d'autres choses aussi. Mais je pense qu'on s'écarterait, on s'est déjà pas mal écarté ce soir de tout ce qui est gouvernement et force de l'ordre. Je vous propose Je réagis juste là parce que je vois qu'il y a French HDS là, il disait pour le gendarme, c'est parce qu'il a mis une claque à un mineur qui agressait sa femme. D'accord. Oui, bon, pas grand-chose. D'accord. Ouais. Eh ben, d'accord. Donc Vic, t'as terminé. Ouais. Ok. Bon bah, ok. On a parlé beaucoup du gouvernement et de ses effets sur le terrain, on va dire, et des effets sociologiques. Et je vous propose de parler, pour la dernière partie de cette émission, de plus du côté des forces de l'ordre, parce qu'on a dit qu'il y avait une sorte de réveil au sein des forces de l'ordre, mais d'autres diront, oui, mais tant qu'ils continuent de servir, ils sont toujours complices. Et là,
Ça nous fait penser aux heures les plus sombres, collaboration, tout ça. Parce qu'au final, c'est le même débat. Où est la limite entre quand t'es plus content, t'as beau être contre, au final, quand tu continues à faire ton travail et que t'es contre, tu collabores. Tu vois ce que je veux dire? Donc, euh, au final, on sait très bien que la plupart des gens de terrain, ils ont un bon fond, ils veulent aider la société, tout ça. Ils sont plutôt dégoûtés Ouais. quand ils voient que ça se passe mal, parce qu'on s'engage toujours, parce que on croit au mythe de la République quand on s'engage, ou de son pays. Et pour de plus en plus, c'est la désillusion au bout de 4-5 ans, un ou deux contrats. Et bon, beaucoup quittent, certains restent par obligation parce qu'il faut bien manger et qu'ils ne savent pas quoi faire d'autre. Et que ça a peut-être été une vocation à la base et qu'ils veulent quand même continuer à faire carrière, bien qu'ils ont compris que les rouages du système n'étaient pas aussi sympas qu'à l'origine, qu'on en pensait en tout cas. Et donc, dans le contexte d'une rupture de la normalité, on l'a vu aussi sur l'île Saint-Martin, excusez-moi, quand il y a eu les fameuses émeutes, là, où pendant 3-4 jours, il n'y avait plus aucune force de l'ordre, ni plus aucune présence étatique quand il y avait les émeutes. Mm. Au final, peut-on vraiment compter sur les forces de l'ordre quand il y a une rupture de la normalité un peu grave, on va dire, comme sur les îles Saint-Martin, où vraiment, que pendant 2-3 jours, on peut que compter sur nous-mêmes, quoi, et les voisins? Est-ce qu'il y aura des policiers sur place qui vont s'auto-organiser pour continuer à servir alors que l'État ne répond plus pendant quelques jours? Qu'en pensez-vous, MJ? Bah, encore une fois, on en revient à ça, mais quand il y a un effondrement, comme tu le dis, les premières choses qui arrivent, c'est encore une fois, bah, c'est les violences de la population, bah, du coup, qui va se battre pour sa propre survie, donc que ce soit pour la nourriture, l'eau, etc., ou même les biens contre les pillages, hein, pour les gens mal intentionnés. On l'a bien vu justement avec ces histoires sur les îles, qu'au début, bah, il y avait un semblant de protection de la part des forces de l'ordre, etc., dans la mesure de ce qu'ils pouvaient faire, hein, c'est pas du tout eux qui sont en cause. Mais à bout d'un moment, forcément, ils sont en surnombre, sous-équipés, etc. Donc, quand tu as une grosse partie de la population qui commence à fracasser les magasins et puis se piller entre eux pour survivre, là, pour le coup, effectivement, les gens ne peuvent plus compter que sur eux-mêmes et finalement, bah, leurs armes, s'ils en ont, pour se protéger, leur famille, leurs biens, ou pour eux-mêmes se trouver une part de nourriture via leurs actes, quoi. Donc, effectivement, les forces de l'ordre font aussi ce qu'ils peuvent avec les moyens qu'on leur donne et le nombre qu'ils sont, quoi. D'accord. C'est vrai que comme souvent, ouais, c'est. Vas-y. Non, vas-y. Ouais, je voulais un petit peu embrayer là-dessus. C'est vrai que ils font vraiment fonction, quand il y a un événement, ils font vraiment en fonction des moyens du moment et de leur possibilité aussi, de leur capacité d'action. Comme on dit toujours, hein, c'est vraiment le terrain qui commande et s'ils n'ont pas les moyens d'intervenir ou de faire au mieux le plus vite possible, effectivement, il y a toujours un temps de latence où le citoyen est livré à lui-même. Tout à l'heure, Alex, tu parlais de Saint-Martin. On a eu des témoignages à cette période-là. C'était voilà, les gendarmes, ils disaient aux gens qui appelaient parce qu'il y avait des pillards dehors, il leur disait bah, vous enfermez avec le fusil et puis si ça rentre ça tire et puis on arrive demain quoi. En gros il y a toujours des moments où c'est très compliqué de pouvoir faire au mieux, même s'il y a une volonté, même si voilà. Après ça peut même aller, enfin le sujet peut même aller plus loin que ça avec effectivement la question de au départ de vocation que tu évoquais aussi tout à l'heure et c'est quelque chose qui peut se perdre parce qu'effectivement en termes de t'as bien résumé la question, mais typiquement dans un contexte d'effondrement, je pense que les forces de l'ordre sont en fait des personnes normales, hein, comme nous tous, et s'il faut choisir entre retrouver sa famille, revenir auprès de ses proches ou aller assurer le boulot, même s'il y aura des sanctions derrière, si vraiment la situation va trop loin, le choix est vite fait, hein. Je pense qu'il y a pas de fanatique de la fonction et du service et de servir l'État jusqu'au bout et jusqu'à la mort, comme pouvait y avoir dans les siècles précédents. Aujourd'hui, non, la priorité, c'est les siens, quoi, je pense. C'est une minorité, en tout cas. S'il y en a, ça doit être une grosse minorité, quoi. Ouais, c'est vraiment une Et minorité. pour rebondir rapidement, hein, sur ce que tu viens de dire, bah, du coup, quel rôle va prendre les forces de l'ordre en cas d'effondrement? Effectivement, quelqu'un qui est dans les forces de l'ordre, parce que quelqu'un disait dans le chat tout à l'heure, s'il reste dans les forces de l'ordre, malgré qu'il n'est pas d'accord avec eux, bah, ça devient lui aussi un collaborateur.
il y a aussi l'option de rester dans les forces de l'ordre et se comporter mieux que ses collègues qui, voilà, faire le bien en restant à son poste quand même le mieux possible. En tout cas, en étant par exemple moins agressif ou moins violent qu'un collègue le ferait, quoi, par exemple. On pense Carnos. Et pour agir, quoi. Voilà. Alors je suis assez partagé sur le truc. Quand venir jusqu'à dire que nos forces de l'ordre deviennent des collabos du système, on n'est quand même pas, quels que soient les événements où on a trouvé qu'ils avaient agi de façon un peu brutale par rapport à la population, c'est quand même pas, on peut quand même pas dire qu'ils sont des collabos parce que les gens sur lesquels ils ont agi, c'est pas, comment dire, c'est pas une menace sur la nation. Ils font leur travail parce que leur travail, c'est pour certaines forces de gendarmerie, c'est d'arrêter une manifestation, et surtout quand elle est violente, ou toute manifestation qui va en dehors de la loi. On peut pas dire qu'ils sont collabos parce qu'ils font leur boulot. Oui. Et ça dépend des ordres après. Ouais, t'as fini Non, mais, même tout militaire, hein, a le devoir de désobéir quand l'ordre de son supérieur est clairement mauvais. Maintenant, de dire la colonne là, on charge les manifestants parce que on peut plus le gérer autrement, il n'y a pas de raison qui disent non, je veux pas obéir parce que j'estime qu'on n'a pas à le faire. Oui. S'il estime que charger des manifestants, c'est pas son travail, il a juste à démissionner. Parce que son travail va quand même être de charger les manifestants dans certaines situations. Oui, puis il est conditionné à l'entraînement aussi. Ouais. Donc le truc de la police collabo, c'est vraiment plus quand, les exemples qu'on a en France, hein, c'est Vichy, la police française qui va arrêter pour les Allemands les Juifs, les résistants et tout ça. Là oui, mais sinon, quand ils font juste leur métier qui répond au mouvement du pays normal, c'est pas des collabos. Il n'y a pas de. On peut prouver que c'est pas une façon d'agir, que le gouvernement aurait pu choisir une autre méthode, mais si c'est la méthode qui a été choisie et qu'ils le font, c'est normal qu'ils le fassent. D'accord. Après, le problème, c'est juste pour finir là-dessus, c'est qu'encore une fois, reste à avoir les tenants et les aboutissants, c'est compliqué parce on l'a vu d'ailleurs avec l'homme dont on ne cite plus le nom, par exemple Benalla, il y a eu beaucoup de manifestations. Moi, quand j'étais sur Paris, j'avais pas mal de connaissances qui faisaient des manifestations place de l'obélisque, etc. Il y avait pas mal de manifestations qui, d'un coup, on ne sait pas pourquoi, tournaient au vinaigre, soit par des casseurs ou parce que d'un coup, tu sais pas pourquoi, il y a un policier qui était à rude épreuve, qui tabassait d'un coup, tu sais pas pourquoi, une vieille dame. Mais ça, je l'ai vécu, j'ai vu des preuves en vidéo et de A à Z. Hein, c'est pas une vidéo qui trafiquait. La vieille dame n'a pas tapé le policier avant, hors caméra. C'est toujours dur, effectivement, de savoir qui a tort dans l'histoire et qui ou pas dépasse les bornes de la manifestation en ordre, quoi. Encore une fois, ou même si parfois il n'y a pas des violences qui sont mises en scène dans des manifestations de part qui d'au-dessus pour justement mettre un terme à une manifestation en faisant passer ça pour un débordement de la part des foules, quoi. Ok. La liberté d'expression, on a toujours du mal aussi à la trouver, hein, malgré tout. Ouais. En ce qui me concerne, je pense que, comme j'ai dit depuis le début, la plupart des gendarmes, des fonctionnaires en fait de terrain, qu'ils soient pompiers, gendarmes, policiers, tout ça, sont plutôt des gens dévoués à la base, en tout cas quand j'y étais, on va dire. Et je pense que ça commence de moins en moins à l'être, parce que comme il y a pas mal de problèmes économiques, il y a beaucoup de gens qui se tournent vers ces professions-là par facilité parce que ça recrute.
Ça reste, je pense, une minorité aujourd'hui. Mais je pense qu'en effet, au niveau d'une rupture de la normalité, c'est pas le problème des forces de l'ordre qui deviendraient entre guillemets méchantes ou tout ça. C'est plus le problème que justement le système de sécurité en France serait très rapidement débordé. Dans le sens où ce qu'on n'a pas conscience, c'est qu'on croit que l'État a beaucoup de réserves derrière en cas de problème. Mais quand vous vous rappelez les attentats du Bataclan qui se sont enchaînés, tout ça, qui était en fait une série de plusieurs attentats, mais je veux dire, au bout de 1,5 attentats, l'État en était à envoyer 10 000 militaires sur Paris. Parce que ça veut dire qu'il y avait, à part les premiers policiers qui sont arrivés, il n'y avait plus personne derrière. Il n'y a pas de commando spécial attentat, entre guillemets. À part la BRI encore. Et c'est pas vraiment c'est pas leur boulot, la BRI, les terroristes à la base. Et donc comprendre qu'en fait, que ça soit les services de secours pour les pompiers, s'il y a 3 accidents de la route au même moment dans 3 endroits différents dans une région, déjà dans ces conditions-là, le système est mis à rude épreuve pour la disponibilité des secours ailleurs. Donc imaginez quand c'est le bordel dans des régions entières ou des émeutes de 2005 version 2 qui arriveraient, où en fait des compagnies de CRS, il n'y en a pas 10 000. C'est rapidement l'armée qui doit venir, et l'armée, il y en a beaucoup qui sont en opération extérieure, il y en a beaucoup qui sont pas disponibles tout de suite, et donc de comprendre qu'en fait, en cas de rupture de la normalité, le système de sécurité est bien fait quand ça se passe à peu près bien, mais dès qu'il y a un choc, et ben on voit des trucs comme Saint-Martin où il y a un trou noir pendant 3-4 jours avant que ça bouge, quoi. Voilà. Vas-y, Carnos. Je veux dire que si jamais il y avait une vraie rupture de la normalité à l'échelle nationale, de toute façon, les forces de l'ordre ne pourront rien faire. Hein. C'est clair et net. Hein. Justement parce qu'ils sont pas assez, parce que si on a vraiment des débordements de violence massives, ils seront impuissants par rapport à ça. C'est ça, il faut bien comprendre que le système est très efficace pour les chocs du quotidien et les petits chocs, genre inondation, tout ce qu'on est habitué en fait. Mais pour un truc sociétal à base d'émeutes, de violence sociale et à un petit peu grande échelle, et quand je dis un petit peu grande échelle, c'est même pas à l'échelle du pays, ça peut être à l'échelle régionale, déjà là, ça nécessite une gestion de crise qui est déjà très avancée par rapport aux moyens qui sont disponibles, quoi. Vic ? Après, sur cette question-là, d'être que le système soit mis à rude épreuve, effectivement, ça peut être le cas très rapidement. J'avais envie de revenir sur l'idée justement ce dont on parlait tout à l'heure par rapport aux policiers plus ou moins collabos et tout ça. En fait, c'est comme souvent, il y a les 2 types de personnes engagées, quoi. À toutes les époques, il y a eu ça. Tu vois, à une époque, on leur a demandé de tirer dans les mineurs qui se révoltaient. On l'a fait. Enfin, ils l'ont fait. Mais il y avait aussi des objecteurs de conscience. On leur a demandé de remplir le Veldiv, mais il y a eu aussi des justes qui en ont caché. C'est la loterie, quoi. Il peut vraiment y avoir les deux. Oui. Donc voilà, faut se méfier aussi, tout en n'étant pas non plus trop caricatural dans la description des forces de l'ordre, je pense. Même si, par exemple, justement, par rapport à la question de savoir si le système est mis à rude épreuve, par exemple, en cas d'événement majeur, de troubles majeurs, émeutes, révoltes, etc. Je rappelle que Sarkozy, il a réautorisé le tir à balles réelles dans les manifestants. Hein. Donc voilà, il peut y avoir les deux aussi. Donc, ok. Voilà, si t'as fait le tour, je vous propose de passer à la seconde partie de l'émission avec les questions jingle. Voilà. Alors, qui a vu des questions dans le chat ? Il y a pas mal de questions intéressantes. Hein. J'en avais vu une tout à l'heure de Survivalist Bushcrafter, justement, qui posait la question des suicides des policiers, qui sont effectivement majeurs. C'était pas particulièrement une question, plus une remarque. Je sais pas ce que ça vous évoque. Ce que ça vous évoque. Tu veux dire le taux de suicide qui grimpe dans les forces de l'ordre, tout ça ? Ouais, qui est énorme, effectivement. Comment vous l'expliqueriez, vous, Est-ce que c'est corrélé justement à cette situation qui est compliquée, qui leur fait faire des débats intérieurs, parce que en gros, ils voient quelque chose sur le terrain et on leur dit l'inverse au niveau des ordres, et tu te dis au final pourquoi je me suis engagé, quoi. Il y a aussi une chose qu'on oublie aussi, c'est que nous, on connaît l'insécurité en tant que citoyen, mais nos amis,
policiers, gendarmes, etc., l'insécurité, j'aimerais pas être à leur place dans le sens où c'est eux les premiers choix, hein, les cibles de luxe, on va dire. On a clairement une cible sur le front lorsqu'on a l'uniforme, et eux, ils ont malheureusement, dans beaucoup de cas, ils n'ont pas beaucoup plus le droit de se défendre que nous, ou pas les moyens, ou alors derrière, ils sont pas forcément tranquilles. Donc ça commence à changer un peu effectivement avec les attentats, etc. Mais il y a eu pas mal effectivement de faits divers où les policiers ont été gravement atteints et pourtant ils n'avaient pas forcément la facilité ou le droit de se défendre qu'ils devraient avoir. Donc c'est pareil, quand tous les jours, tu dois aller sur le terrain avec une cible sur le front, avec toutes les pressions qu'il y a derrière, et que tu sais que tu n'as même pas forcément les outils ou le droit de te protéger, ça doit pas être facile à vivre. Ah, quand tu vois que Kernos nous a rappelé des événements où le gendarme avait mis une baffe à quelqu'un dans un conflit conjugal, le mec s'est fait tirer les oreilles. Tu dis si j'ai pas le droit de mettre une baffe, si ça tire, je vais bien regarder avant de tirer, quoi. Ouais, c'est ça, ouais, tout à fait. Ouais. Kernos, est-ce que tu avais une question qui est passée? J'ai pas fait trop attention, non. Ok, Vic. Ouais, j'envoie une d'Argos, si vous avez qu'on salue d'ailleurs. Votre perception entre les forces de l'ordre type sauvetage, comme le PGHM, et les forces de l'ordre type défense-attaque, comme les CRS. Est-ce que vous avez une... je sais pas, ouais, peut-être que Argos, tu peux peut-être un petit peu plus développer tes questions, effectivement, mais je pense que c'est un petit peu le... Est-ce qu'on les perçoit différemment? Je pense. C'est nous, les mêmes, personnellement. c'est juste qu'ils ont une spécialité en plus, c'est tout, mais ils ont tous la même formation de base. Est-ce qu'il y en a peut-être un qui est plus ou moins populaire que l'autre, forcément, mais... C'est Ouais, juste je sais pas que ça reste entre guillemets des forces de l'ordre à la base avec le même cursus, c'est juste que certains d'entre eux ont une qualification en plus pour faire tel type de sauvetage, plonger, tout ça quoi. T'as une formation de base, tu dois le savoir aussi, t'as une formation de base pour tout le monde, et après t'as des spécialisations pour pouvoir intervenir sur des interventions plus spécifiques. C'est valable aussi chez les pompiers, que les forces de l'ordre, que les militaires. Ouais. Regarde dans l'armée, dans les pubs, c'est plus de 400 métiers. Mais plus Non, de mais tu 400 vois, métiers. plus de 400 métiers, donc tu t'es pas que militaire. Alors combattant maintenant c'est devenu un métier à part entière, on va dire, mais tu peux être militaire et être cuisinier, mais t'es quand même militaire, tu vois. Ouais. Et Ouais. t'as Bah, fait c'est vrai qu'en ce Vas-y. moment, ils font des campagnes de pub assez impressionnantes justement pour rejoindre les forces armées, etc. Moi, j'étais sur les petites annonces de job et ils te glissent dans les petites annonces des annonces de l'armée de terre, mais vraiment classiques comme ça pourrait être une annonce pour être à la plonge, par exemple, et ils te mettent comme titre devenez, alors je sais plus quoi, pilote de drone, voilà, par exemple, devenez pilote de drone, et c'est que quand en cliquant sur l'annonce et en réfléchissant bien, que tu constates que c'est l'armée de terre, et ils te vendent ça comme si c'était effectivement un job à part entière, quoi, vraiment, et c'est plus du tout les forces armées comme voilà, on peut le penser, quoi. Ah Exactement. ouais, bah il y a tous les métiers. Ouais. Dont un des Tout à l'heure, métiers là, c'est le métier de combattant. C'était une parenthèse, vas-y Gardos. Tout à l'heure, vous parliez du malaise chez les policiers et du taux de suicide. Oui. Il me semble qu'ils ont fait, il y avait une série de vidéos justement où c'est des policiers qui parlent de ça. J'arrive pas à le retrouver là, mais il y a des vidéos qui sont sorties sur effectivement des policiers qui parlent de ce malaise qu'ils ont et qui vivent au quotidien. Tu aurais le lien ou... Ben non, je suis en train de le chercher là, mais je le trouve pas tout de suite rapidement. Ok, bah si tu le trouves, n'hésite pas à le. En le attendant, il y a quelqu'un qui demande, et donc au final, force de l'ordre, ami ou ennemi? Et au final, je dirais ni l'un ni l'autre. Ouais, on donne des éléments et c'est très situationnel, faut juste être conscient que c'est dur pour eux, c'est dur pour nous, c'est dur pour tout le monde en fait. Voilà. Ouais, pareil. Ni l'un ni l'autre, ça dépend du moment, malheureusement. Et de base, c'est ami de la personne qui respecte les choses et ennemi de celui qui ne les respecte pas. Ah, c'est bien ça, ouais. Tu fais bien de préciser. Ouais, mais pour revenir sur ce que tu viens de dire, justement, Carnos, qui est juste, hein, mais malheureusement, moi, par exemple, personnellement, c'est pas forcément mon ressenti. Parce qu'en France, on a tellement de plus en plus de lois contraignantes, que ce soit par exemple la sécurité routière, hein, c'est l'exemple typique, que même finalement, quand tu es quelqu'un aux normes, qui respecte un maximum la loi par rapport à ton véhicule, etc., par exemple, quand tu te fais contrôler par les gendarmes, tu as toujours une grosse appréhension parce que
coup, tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils vont trouver, quoi? Parce que c'est vraiment pas rare les cas où tu te prends des amendes pour un pneu plus lisse qu'un autre, ou ce genre de bêtises. Donc malgré tout, même si on est très respectueux de la loi au maximum, et Dieu sait que c'est dur parce que il y en a toujours de plus en plus, on sait pas trop pourquoi. Finalement, on n'est jamais à l'aise finalement face à un policier, c'est pas normal, puisqu'au contraire, on devrait se sentir rassuré ou guidé, alors qu'au final, on a l'impression d'avoir toujours quelque chose à se reprocher, alors que c'est pas le cas, ou alors qu'ils vont peut-être nous trouver quelque chose à nous reprocher, quoi. Ouais. Mm. Tu Alors, sens personnellement, j'ai pas ce malaise par rapport aux gendarmes ou à la police, hein, même sur un contrôle. Hein. Quand je me fais arrêter pour un contrôle, j'ai pas de ce truc. Tiens, il va me trouver un truc. C'est Moi, je dis, voilà, je suis pas en train de trembler ou de transpirer non plus, mais je veux dire, je suis pas non plus à l'aise, voilà, je sais pas, j'ai pas ces... Pour comparer encore avec un point de comparaison avec d'autres pays, et notamment des pays de l'Est, bon, les policiers français sont plutôt cool, hein, franchement. C'est pas la Biélorussie. Ouais. C'est un rapport totalement différent. T'as certains pays où juste prendre des photos des policiers, tu vas te faire tabasser, quoi. Encore aujourd'hui, dans l'Union Européenne. Hein. Donc, on est quand même gentil, en fait, en France, encore. Voilà. Et justement, ils sont peut-être un peu trop gentils. Voilà. Ça dépend des domaines, c'est sûr. Après, c'est sûr, pour les armes à feu, tout ça, ils aiment pas ça. Donc, enfin, c'est pas qu'ils aiment pas ça, c'est qu'ils appliquent des directives, faut bien le comprendre. Mm. Et après, t'as le traitement médiatique qui rentre derrière. L'article a été rédigé d'une certaine manière par un journaliste, et finalement, tu sauras jamais si c'est vraiment ce qui s'est passé ou pas. Le journaliste, il doit vendre son papier, donc il faut qu'il fasse d'un événement un peu anodin un truc énorme pour que ça s'achète et que ça ait créé l'émotion, tu vois ce que je veux dire? Mm. Les journalistes, ils sont forts aussi. Hein. Il y a eu un accident de chasse il y a pas longtemps. Ils avaient clairement écrit dans l'article. Alors, je me souviens un peu exactement, mais un promeneur blessé avec une arme de chasse avec un calibre de guerre de type Kalachnikov. Ah oui, bah, les journalistes, C'est écrit ça dans un article de presse qui est vu par effectivement, encore une fois, une grosse majorité de la population qui s'y connaît pas trop en armes à feu. Effectivement, donner une bonne image, etc. Alors qu'il y a des inepties pareilles qui sont écrites dans des documents publics, quoi. Ah bah c'est le cinquième pouvoir, hein, donc ça, Ouais. ça, on pourrait faire une émission entière là-dessus. Sur comment la réalité peut être malléable, et c'est celui qui a la plus grosse voix qui arrivera à tirer les draps le plus de son côté. C'est pour ça qu'aussi Internet C'est est de plus sûr. en plus régulé. Voilà, donc écoutez, je pense que on a fait le tour de ce sujet pour le moindre épineux, hein, je sais pas ce que vous en pensez. Ouais. On n'a pas, Comme d'hab. Hein. on n'a pas trop Comme d'hab, d'épines. très large. Ouais, on n'a pas trop d'épines, je trouve, par rapport au sujet. On s'en est plutôt bien sorti. Pas de live suicidé, on Ça va va. dire. Pas encore. Je vous propose de faire un dernier tour de table pour rappeler qui étaient les participants de ce feu de camp. Et puis, ceux qui sont intéressés iront jeter un coup d'œil aux chaînes des participants, puisque nous traitons plus ou moins tous de thématiques qui sont en corrélation. Je te propose de commencer, MJ Armement. Qui es-tu? Où est-ce qu'on peut te trouver et qu'est-ce que tu fais? Eh ben, on peut me trouver déjà sur YouTube et Facebook, donc effectivement sous le nom de MJ Armement. Encore une fois, comme le nom l'indique, je fais des vidéos qui parlent quasiment essentiellement des armes à feu, donc tout le domaine des armes à feu, donc que ce soit la loi, le maniement, l'entretien, etc. Vraiment tout ce qui tourne autour. Voilà. Ok. Carnos, tu peux nous rappeler ta chaîne et tes activités, s'il te plaît? Eh ben, Carnot Source Gris, la chaîne comme moi. Euh, et sur Facebook aussi, Carnot Source Gris. Alors sur Facebook, c'est Carnot Source Gris, la chaîne YouTube, parce que sinon c'est mon privé à moi. Et moi donc je fais des vidéos sur le thème du citoyen prévoyant. Et donc j'ai tout un tas de thématiques qui tournent autour de ça. Donc je parle de préparation, de matériel, d'armes, de réflexion et de soins. J'ai ajouté à ça quelques interviews de personnes et quelques nouveautés qui vont arriver. Voilà. Ok, super, je te remercie. Vic, présente-nous ta chaîne YouTube.
Comme à chaque émission. De mon côté, survivalisme en général, donc un petit côté citoyen prévoyant, effectivement, résilience urbaine, indépendance, etc. Une grosse partie arme à feu, toujours d'un point de vue survivaliste, donc une chronique, enfin une rubrique à part, les chroniques armurières, et pas mal de vidéos aussi sur tout ce qui est outdoor, vie sur le terrain, bushcraft, randonnée, etc. Donc voilà, donc des sujets assez larges, des thématiques variées. Et pareil sur YouTube, à mon nom. Et un petit faible pour les camouflages. Et un petit faible bonus, effectivement, sur les camouflages. En tant qu'outil. Très bien. Et en ce qui me concerne, pour clôturer ce tour de table, Alex Rigvald, je parle du survivalisme dans un référentiel du quotidien, avec peut-être un aspect un peu plus sociétal que mes convives ce soir, donc ça se complète bien. Et donc je vous invite à venir voir, non pas ma chaîne YouTube, mais mon site, alexrigvald.toutattaché.fr tout simplement, où tout sera expliqué. Et aussi, je rappelle que l'intégralité des liens des participants est rappelée dans la description de cette vidéo, tant pendant le direct que pendant la rediffusion. Donc je voulais remercier personnellement et aussi au nom de Vic, mon fidèle collaborateur, si on peut dire collaborateur pour cette émission, MJ et Kernos d'avoir participé à ce live épineux. C'était pas un sujet facile. Hein. Merci beaucoup à vous deux. Ouais, un grand plaisir, c'était sympa et vraiment un débat avec des choses à dire, donc c'est intéressant. Voilà. Merci aussi Kernos pour ta grande sagesse et tes citations de vieux films qu'on n'a pas pu voir. Rien. Kernos, alias le père castor du survivalisme. Un peu. Et puis je remercie personnellement Vic, sans qui rien ne serait possible, et qui vient de fêter ses 10 000 abonnés. Félicitations à Vic. Ouais, Bravo, Vic. merci à vous. Merci Bientôt, à vous les gars. bientôt le Ça fait trophée. Voilà. Bah écoutez Et puis, messieurs, ouais. On Et va puis s- merci à toi Alex. Ouais. du coup, bah, merci bien. pour gérer sur le plan technique l'émission et la recevoir ce soir. Yes. Et bah écoute, je vais te laisser comme d'habitude clôturer Vic et puis je lance l'outro. Merci à tous. Salut. Salut. Salut tout le monde. Et bah salut à vous tous, merci de nous avoir suivis ce soir et puis on se retrouve lundi prochain pour Feu de camp numéro 7. Donc le 7 sous le signe de la chance peut-être. Donc merci à vous tous et merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine. Salut.